Imaginez-vous flottant seul dans l'océan, à des kilomètres de toute terre ferme, regardant le soleil disparaître à l'horizon alors que les requins rôdent dans les profondeurs sous vos pieds. Ou encore, descendant dans un puits abandonné pour sauver votre animal de compagnie bien-aimé, sans savoir que chaque mètre vous rapproche d'une mort invisible et silencieuse. Ce sont les terrifiantes réalités auxquelles ont été confrontés nos protagonistes d'aujourd'hui. 2 histoires qui vous glaceront le sang et vous feront réfléchir à 2 fois avant votre prochaine aventure. Notre première histoire nous emmène dans les eaux turquoises des traîtresses au large de l'Indonésie, où ce qui devait être des vacances de rêve s'est transformé en un cauchemar de survie de plusieurs jours. La seconde nous plonge dans les profondeurs mortelles d'une mine abandonnée, où l'air lui-même devient votre pire ennemi. 14 février 2014. Pendant que le monde entier célébrait la Saint-Valentin, cette femme japonaise s'apprêtait à vivre l'épreuve la plus terrifiante de leur existence. Mais attention, ce n'étaient pas des novices imprudentes. Chacune d'entre elles avait à son actif plus de 50 plongées réussies. Elle connaissait parfaitement les dangers de l'océan et respectait scrupuleusement tous les protocoles de sécurité. Pourtant, parfois, même l'expérience ne suffit pas quand la nature décide de montrer sa face la plus cruelle. Leur destination était Crystal Bay, au large de Nusa Penida, un véritable paradis sous-marin au sud-est de Bali. Des eaux cristallines, des récifs coralliens vibrants de vie, des paysages sous-marins à couper le souffle. Un rêve pour tout plongeur qui se respecte. Mais Crystal Bay cache un secret mortel. Cette région se trouve dans le fameux triangle de corail, où des courants océaniques d'une puissance inouïe peuvent surgir sans le moindre avertissement, transformant le paradis en piège mortel en quelques secondes seulement. Ce qui rend cet endroit si dangereux, ce sont les changements brutaux de densité de l'eau près de la thermocline, cette frontière invisible où l'eau chaude de surface rencontre les profondeurs glacées. Quand les conditions s'alignent mal, l'eau elle-même devient un piège, créant des courants descendants si puissants qu'ils peuvent entraîner même les nageurs les plus expérimentés vers les abysses. La matinée avait pourtant si bien commencé. Ciel dégagé, mer d'huile, optimisme dans l'air. Les 7 femmes avaient déjà effectué 2 plongées parfaites, explorant avec émerveillement ce monde sous-marin féerique. Tout se déroulait exactement comme prévu. Pour leur 3e plongée de l'après-midi, elles se dirigèrent vers les mangroves du côté nord-est de l'île de Nusa Penida. Le capitaine du bateau qu'elles avaient affrété était censé suivre leurs mouvements, restant suffisamment proche pour les récupérer dès qu'elles remonteraient à la surface. C'est le protocole de base, votre bouée de sauvetage vers la sécurité. Mais c'est là que tout a commencé à dérailler de façon spectaculaire. Pendant qu'elles exploraient les fonds marins, des nuages noirs commençaient à s'amasser au-dessus de leur tête. Dans cette région, le temps peut basculer en quelques minutes, et elles plongeaient pendant la saison des moussons, d'octobre à avril, quand les tempêtes violentes sont les plus fréquentes. Quand les 7 plongeuses remontèrent enfin à la surface, s'attendant à voir leur bateau qui les attendait paisiblement, elles découvrirent le néant. Un océan vide s'étendait dans toutes les directions. Leur capitaine avait tout simplement disparu. Furukawa, la chef de plongée, tira immédiatement une fusée de détresse vers le ciel. Un signal désespéré à l'aide. La fusée rouge traça un arc dans le ciel qui s'assombrissait avant de s'éteindre. Aucune réponse, aucun bateau à l'horizon. Puis la nature déchaîna sa fureur. La tempête frappa comme un train lancé à pleine vitesse. En quelques secondes, un courant descendant massif s'empara des 7 plongeuses et les projeta en plein océan comme des jouets dans une machine à laver géante. Elles tentèrent désespérément de rester groupées, s'agrippant les unes aux autres tandis que le courant impitoyable les faisait tournoyer dans l'eau. Imaginez-vous prises dans une tornade sous-marine, culbutant sans défense alors que des milliers de tonnes d'eau vous emportent toujours plus loin de la sécurité. Votre formation vous dit de rester calme, mais chaque instinct hurle que vous allez mourir. Pendant ce temps, leur capitaine finit par se pointer sur le site de plongée 1 heure complète après leur disparition. Il passa encore 1 heure à chercher à travers des vagues monstrueuses et une pluie battante, mais les eaux autrefois claires étaient devenues sombres et violentes. La visibilité était nulle. Finalement, il abandonna et signala l'incident à la police maritime indonésienne. Cette femme se trouvait désormais seule au milieu de l'océan, la nuit tombant rapidement. Quand les plongeuses parvinrent enfin à refaire surface après avoir été ballottées sous l'eau, leur véritable cauchemar ne faisait que commencer. Elles se trouvaient maintenant au milieu du détroit de Lombok, à 20 km de leur dernière position connue. Des kilomètres et des kilomètres d'océan vide les entouraient dans toutes les directions. Flotter dans l'océan peut paraître paisible, mais c'est en réalité une condamnation à mort au ralenti. Le soleil tropical tape impitoyablement pendant la journée, tandis que la nuit, la température de l'eau chute suffisamment pour provoquer l'hypothermie. La déshydratation s'installe rapidement, et l'épuisement rend presque impossible le fait de rester à flot. Et puis il y a les prédateurs. Requins, méduses et autres créatures marines qui voient les humains qui flottent comme des proies ou des menaces. Le samedi matin,
Un jour après leur disparition, Furukawa prit une décision désespérée. Elle aperçut un remorqueur au loin et se détacha du groupe, nageant frénétiquement pour tenter d'attirer l'attention de l'équipage. Mais les mêmes courants qui les avaient piégés l'empêchèrent d'atteindre le bateau ou de revenir vers ses compagnes. Les 6 plongeuses restantes faisaient face à une nouvelle crise. Elles avaient réussi à atteindre un récif de corail et tentaient de grimper sur les rochers quand le désastre frappa à nouveau. Des vagues monumentales emportèrent Takahashi, l'une des instructrices, et Miyata. Takahashi essayait d'aider Miyata quand l'océan les réclama toutes les deux. Il ne restait plus que 4 survivantes, accrochées au corail au milieu de nulle part. Les 4 rescapés, Yamamoto, Tomita, Morizono et Yoshino, durent faire preuve d'ingéniosité en un temps record. Elles récoltèrent l'eau de pluie avec leurs palmes et toutes les bouteilles en plastique qui s'échouaient près d'elles. Quand des noix de coco flottaient dans les parages, elles les attrapaient pour leur précieuse eau douce. Chaque goutte était synonyme de vie. Pendant 3 jours et 3 nuits interminables, elles s'accrochèrent à ce récif. 3 jours de soleil brûlant, de nuits glaciales, de déshydratation et de peur constante que la prochaine vague soit la dernière. Des avions de recherche passaient au-dessus de leur tête, mais ne pouvaient pas les distinguer contre le corail sombre. Le lundi 17 février, un pêcheur local repéra quelque chose d'inhabituel près de South Manta Point. Des signes de personnes échouées sur un récif. Les courants étaient encore trop dangereux pour qu'il tente un sauvetage. Mais il alerta immédiatement les autorités. Quand le bateau de secours les atteignit finalement, les 4 femmes étaient brûlées par le soleil, déshydratées et épuisées, mais vivantes. Elles pouvaient marcher, parler, et incroyablement, leur morale n'était pas complètement brisée. Mais leur soulagement fut de courte durée. Furukawa fut retrouvé séparément sur un autre affleurement rocheux, ses blessures plus graves nécessitant une évacuation par hélicoptère. Et Takahashi et Miyata manquaient toujours à l'appel. Pendant que les équipes de secours cherchaient les 2 dernières plongeuses, les enquêteurs commencèrent à interroger le capitaine du bateau. Son histoire ne tenait pas debout. Les survivantes confirmèrent le pire. Leur capitaine les avait abandonnées. Quand elles étaient remontées de leur 3e plongée, il avait tout simplement disparu. La police l'arrêta pour négligence ayant entraîné au moins un décès, peut-être 2. Le mardi, des nageurs locaux trouvèrent un corps présumé être celui d'une des plongeuses disparues. L'océan avait fait son œuvre, rendant l'identification difficile. Mais quand les autorités apportèrent les restes à la famille de Miyata, son mari et sa fille reconnurent son alliance, toujours à son doigt après 3 jours dans l'eau. L'autopsie confirma qu'elle était morte depuis 3 jours. Takahashi était toujours quelque part là-bas. Les recherches continuèrent jusqu'au jeudi, quand les autorités annoncèrent qu'elles devaient les abandonner. Mais l'océan n'en avait pas fini avec cette histoire. Le 17 mars, plus d'1 mois plus tard, un pêcheur à Malang, dans la province de Javae, fit une découverte macabre. Un corps décapité, sans main ni pied, s'était échoué à environ 200 km du site de plongée original. Malgré l'état horrifiant des restes, le pêcheur soupçonna qu'il pourrait s'agir de Takahashi. Sans dossier dentaire disponible, un test ADN était le seul moyen de confirmer l'identité. Les autorités transportèrent les restes vers un hôpital de Bali, où le mari de Takahashi identifia le corps de sa femme grâce aux vêtements à l'intérieur de la combinaison. Cette femme était partie en voyage de plongée pour la Saint-Valentin. 5 rentrèrent chez elle vivantes, mais à jamais marquées. 2 familles perdirent des filles, des épouses et des mères face à la mer impitoyable. Mais ce n'était que le début de notre exploration des dangers mortels qui nous entourent. Car notre seconde histoire révèle comment la mission de sauvetage d'un propriétaire d'animal aimant devint une rencontre fatale avec un tueur invisible. 26 mai 2003. La mine abandonnée du Maryland près de Salmon, dans l'Idaho, se dressait comme une relique oubliée du passé minier de la région. Ces structures vieillissantes cachaient des secrets mortels sous la terre. Travis Msekeli, 25 ans, grimpeur expérimenté, était venu ici avec sa famille pour ce qui aurait dû être une simple exploration du site historique. L'exploration familiale du site minier se déroulait normalement jusqu'à ce que leur chien, poussé par la curiosité et les instincts de chasse communs aux canidés, court devant le groupe. L'enquête de l'animal sur les structures minières tourna au désastre quand il tomba dans un puits de mine verticale de 38 mètres de profondeur qui avait été dissimulé ou mal signalisé. La disparition du chien dans cette ouverture verticale transforma une sortie familiale décontractée en situation d'urgence qui exigeait une prise de décision immédiate sur les options de sauvetage.